Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans le 132e épisode saison 5 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. French Morning est la première newsletter francophone aux États-Unis. C'est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Cette semaine, je suis avec Olivia Bransbourg, créatrice de parfums. À l'heure où chaque jour, près de 50 nouveaux parfums sont commercialisés dans le monde, elle a choisi de créer des fragrances originales, rares et délicates, en petites quantités produites en France. Elle a commencé dans sa jeunesse à renifler pendant des heures des troncs d'arbres, des gazons et des mousses, pour naturellement ensuite analyser, retenir et classer la signature dans l'air de ces êtres odorants et de bien d'autres encore qu'elle rencontrait sur son chemin. Depuis, Olivia ne sort jamais sans parfum. Elle aime apparaître au milieu de celui qui la précède et la suit, dans un léger nuage ou un voile invisible. Pandémie, distance sanitaire, masque, autant de raisons supplémentaires pour elle de se parfumer pour faire naître des sourires sans avoir même à se dévoiler. Alors le parfum cache-t-il ou révèle-t-il notre personnalité ? C'est la question de la semaine. Écoutez sa réponse, mais pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai cherché à me dépasser, à créer et à partager une forme de beauté dans différentes disciplines. On a tout à fait à l'esprit ce que c'est qu'un beau tableau, ce que c'est qu'une belle sculpture, ce que c'est qu'une belle architecture. Qu'est-ce que c'est pour vous un beau parfum ? Parce que c'est un concept qu'on a plutôt tendance à donner à quelque chose de visuel. C'est une très bonne question. Un beau parfum est pour moi comme un tableau, une œuvre qui échappe à quelque chose de commun, à quelque chose qui finalement peut se retrouver partout. Un beau parfum élève, un beau parfum singularise aussi la personne qui va le porter. Un beau parfum est une création de l'esprit, tout simplement, une création qui a nécessité du temps, de l'imagination et un apprentissage aussi. Quelle importance a votre odorat quand vous rencontrez pour la première fois une ville, un intérieur ou bien même une personne ? Alors l'odorat joue un rôle très important, parfois pas accablant, mais embêtant, puisque à chaque rencontre, il y a des molécules tout simplement odorantes qui vont pénétrer dans votre cerveau et donc affecter, et que quand on sent quelque chose, quand on le dit aussi, je sens cet endroit, je sens cette personne, ou je ne le sens pas, il est bien question finalement d'odorat et de ce ressenti. C'est une des premières choses que l'on perçoit aussi. Ce que je comprends, c'est que votre rapport au monde, au fond, aux gens, c'est un rapport très profond parce que ça n'est pas finalement l'apparence qui vous touche le plus, mais c'est quelque chose qui est au-delà, que vous sentez. C'est quelque chose que je sens, qui est profondément lié certainement aussi à des souvenirs, à des premières expériences olfactives quand j'étais petite. J'ai de grands souvenirs de moi passant des heures à renifler, à humer des gazons, des troncs d'arbres et des choses comme ça, à ensuite mémoriser des parfums, à des échantillons, à essayer de les comprendre, de les classer. Vers l'âge de 8 ans, je devais avoir et j'étais en mesure de classer une centaine de parfums et à les reconnaître. C'est quelque chose que je poursuis aujourd'hui, même si je ne suis pas réellement parfumeur, c'est de suivre, il m'arrive fréquemment de suivre les gens dans la rue ou de les arrêter en disant: «Mais que portez-vous ?» Très jeune, vous avez constitué ce qu'on pourrait appeler une bibliothèque d'odeurs en vous. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Une espèce de classification comme ça des odeurs avec des, j'imagine peut-être des passages de l'une à l'autre? C'est très intéressant, enfin, j'aime beaucoup cette conversation que nous avons parce que ce sont des questions que je me suis rarement posées avant. Sur la classification dont vous parlez, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas en mesure de dire, je ne sais pas si je sais très bien le faire encore aujourd'hui, de comprendre pourquoi tel parfum m'attirait davantage. Mais il est vrai que je classais les choses entre ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et que plus les années passaient, plus mon goût s'affinait. Vous avez
longtemps habité New York. Quelle odeur a cette ville pour vous? Et puis, où est-ce que vous placeriez cette odeur? Entre quelle odeur et quelle autre odeur encore? Pour moi, New York, en fait, sent, même toujours aujourd'hui, la lumière, la vitalité. Et ça, malheureusement, c'est très difficile à traduire en note olfactive. J'ai essayé, dans le cadre d'un autre projet, de travailler avec un parfumeur sur l'idée de la ville de New York. C'est un parfum qu'on a appelé Attache-moi 55, et effectivement, qui est composé de notes très sombres, fumées, puisque c'est quelque chose que l'on ressent dans New York quand on marche, mais en même temps avec des fleurs blanches, des fleurs jaunes, des notes de vétiver qui sont très lumineuses et qui élèvent, parce que c'est ce que l'on ressent à New York, mais que l'on peut ressentir à Venise aussi, dans certaines villes. Ce qui me frappe dans notre conversation tout de suite, c'est que l'odorat est quelque chose qu'on partage avec les animaux, au fond, qui sont peut-être plus fins encore que nous, et que quand vous en parlez, c'est avec des mots abstraits, c'est avec presque des valeurs, comme si c'était difficile justement de décrire ce rapport extrêmement concret que nous avons à ces particules qui sont dans l'air. Le vocabulaire que j'utilise est aussi lié à mon absence d'apprentissage en tant que parfumeur. Être parfumeur aujourd'hui, c'est apprendre à différencier 2000, voire plus, parfums. N'ayant pas fait le type d'école ou d'apprentissage qui permet de maîtriser ce vocabulaire-là, je n'ai pas envie d'empiéter sur leur territoire. Je respecte trop la création des parfumeurs pour ne pas chercher à m'approprier ces mots. Et ce qui fait que je ne m'exprime que par rapport à un ressenti qui est souvent donc abstrait. J'ai l'impression que lorsque l'on se concentre sur ce qu'on sent, on passe d'une odeur à une autre, mais qu'on ne perçoit pas vraiment 2 odeurs à la fois. Est-ce que c'est aussi votre expérience ou est-ce que c'est le manque d'éducation de mon nez qui me fait dire ça? Pour moi, si, il y a des zones intermédiaires, justement, parce que le parfum est plus ou moins tenace, présent quand on s'approche d'un lieu, d'une personne. Et puis, quand on s'éloigne, on prend un peu de ce que l'on a ressenti avec soi, et puis jusqu'à rencontrer une nouvelle odeur. Pour moi, j'enchaîne les expériences, et puis elles se croisent. C'est comme des dialogues. Entre des odeurs qui disparaissent, entre d'autres qui apparaissent, entre aussi celles que je porte, puisqu'en fait, je ne sors jamais sans porter de parfum. Donc tout ça peut être plus ou moins cacophonique, ou au contraire discret selon le lieu dans lequel je me trouve. Je pense à Hippocrate, le père de la médecine occidentale, qui écrivait: «Le parfum est un remède pour soigner la mauvaise humeur». En dehors du plaisir de porter un parfum, est-ce que vous recherchez aussi cette dimension psychologique? Porter un parfum, c'est comme porter une armure, la choisir, affecter ainsi l'humeur que l'on va avoir pendant la journée, ou se prémunir de rencontres. Adopter un parfum, c'est conférer effectivement un état d'esprit et orienter le déroulé de la journée, le déroulement de la journée. Puisque quand le matin, si je suis très fatiguée, le fait de porter un parfum peut-être plus stimulant, tonifiant, va forcément élever mes humeurs, mon humeur, et rendre la journée bien différente. Quand vous dites le parfum, c'est une armure contre des mauvaises odeurs, par exemple, des mauvais ressentis, c'est ça que vous voulez dire? En fait, non. Pour moi, c'est une armure parce que sortir de chez soi, c'est se présenter au monde, ou se présenter enfin voilà, à la journée qui va se dérouler, et que s'habiller, comme choisir son parfum, ça fait partie de son armure, sauf que cette fois-ci, elle est invisible. Est-ce que vous aviez des prédispositions à vous retrouver dans l'artisanat du parfum? Des prédispositions, on va dire, à différencier, à m'intéresser au parfum, oui. Ça a commencé très jeune. Et puis, on m'avait vite fait comprendre que pour devenir parfumeur, il fallait faire des études de sciences et de biologie et s'intéresser à ce genre de choses qui n'était pas du tout mon cas. Et ensuite, très rapidement, je pense que j'avais 25, 26 ans, j'ai commencé à rencontrer des parfumeurs. Et c'est tout naturellement que ça s'est imposé, que j'ai été amenée
à créer, d'abord à interviewer des parfumeurs, puis à les faire participer à des projets éditoriaux, à créer des parfums avec eux, ou plutôt leur donner carte blanche en fonction d'un thème que j'avais choisi, et qu'on vienne ensuite me chercher pour continuer cette expérience-là au sein d'un laboratoire, pour diriger des projets créatifs, et puis ensuite vers la création de mes propres marques. Il me semble qu'un parfum, en tout cas de l'extérieur, je dirais qu'un parfum, c'est d'abord un nom. Comment est-ce que vous choisissez les noms de vos parfums? Il y a une poésie des noms de parfums avant même de ressentir la fragrance. Vous avez raison, la poésie des noms de parfums. C'est pas facile de créer un nom de parfum, surtout aujourd'hui, parce que la plupart des très beaux noms ont tous été déjà déposés et que s'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, vous aviez 50 parfums créés par an, aujourd'hui, c'est 50 par jour et c'est très difficile. Là, je suis en pleine recherche du nom d'un prochain parfum et tout ce que je peux trouver a déjà été déposé. 50 parfums créés par jour. Qui crée ces parfums et dans quel cadre? Ce ne sont pas des grandes marques que l'on connaît, Si, c'est autre chose. ah si, non, non, ce sont des grandes marques, mais aussi des marques plus confidentielles et des marques plus artisanales. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez allègrement une cinquantaine dans le monde entier, une cinquantaine de parfums qui sont créés, qui sont lancés chaque jour de manière plus ou moins confidentielle. J'essaie de ne pas trop y penser et puis de me dire que les gens qui vont porter mes parfums sont aussi des gens qui n'ont pas envie, sont des personnes qui n'ont pas envie de porter des choses qui ont nécessité une forme de consensus à un échelon mondial sur la perception de ce parfum-là. C'est-à-dire que les grands groupes qui lancent un parfum aujourd'hui vont devoir s'assurer par rapport aux moyens qui sont investis pour sortir et faire en sorte que leur parfum réussisse tout simplement. Ils doivent s'assurer que le parfum va être accepté par le plus grand nombre. Donc le parfum qui sort au final est généralement le relativement standard. Donc c'est pour ça que je pense que mes parfums, dans la mesure où il n'y a pas de test, on va dire marketing aux quatre coins de la planète, ils n'obéissent qu'à une quête personnelle. Depuis la conception du parfum jusqu'au à son coffret d'emballage, à quelque chose qui soit beau. On va prendre un exemple. Vous avez créé Attache-moi. Ça, c'est pas un nom qui va dans le sens du consensus. Quelle était l'idée derrière tout ça? Comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir Attache-moi? Alors la plupart des noms de mes parfums sont arrivés comme ça sans que je les appelle. Ils m'ont toujours émerveillée. Alors pour Attache-moi, j'étais en train de travailler sur une thématique des bracelets, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et j'avais invité des écrivains, musiciens, designers, auteurs de bandes dessinées et chefs, entre autres, et parfumeurs, à me donner leur vision du bracelet, si le bracelet était prétexte, effectivement, à une recette, à une page de littérature. Et un matin, je me suis réveillée en me disant, mais si le bracelet devenait parfum, il dirait attache-moi. Et puisque le parfum, on le porte très souvent sur son poignet, et de la même manière qu'on va regarder son bracelet, on a envie de s'attacher aussi à ce poignet-là, à ce parfum. Et puis je me suis vite renseignée, j'ai vu que ce nom était disponible, et puis l'histoire a continué. Je pense que le nom effectivement du parfum y est pour beaucoup, puisque l'histoire d'origine a disparu depuis. Donc les gens qui achètent Attache-moi ne sont pas au courant de l'histoire, de ce qui a donné lieu à ce nom-là. Et je pense qu'ils achètent aussi Attache-moi pour tout ce que cela peut convoquer ou invoquer avec un nom pareil. On achète un parfum pas seulement pour ce qu'on sent, mais pour ce que le nom évoque. Bien Donc, sûr. on a vraiment un rapport imaginaire au parfum. Oui. Le nom du parfum est instrumental, je pense, dans et la perception que l'on a de ce parfum-là, mais aussi dans ce que cela va inciter en réaction d'autrui. Parce que quand vous dites que vous portez un parfum qui s'appelle Pleasures ou Attache-moi ou Jardin en Méditerranée, vous racontez une histoire différente. Ici et là, c'est le nom d'un autre parfum. Comment en êtes-vous arrivé à ce nom? Ici et là, c'est la réécriture, 10 ans après, d'un parfum qui avait été fait avec Christine Nagel dans le cadre d'un magazine sur les montres et le temps.
Et 10 ans après, j'ai décidé de lancer ce parfum puisqu'au départ, ça avait fait l'objet d'une édition en tout petit nombre dans le cadre du lancement de ce magazine. Et quand j'ai souhaité sortir à nouveau ce parfum, 10 ans plus tard, j'en ai parlé avec Christine, mais qui depuis est devenue directrice des parfums, créatrice des parfums de la maison Hermès. Et donc, bien évidemment, ce n'était pas possible. Enfin, c'est pas que c'était pas possible, c'est surtout qu'elle m'a demandé de voir directement avec le laboratoire pour lequel elle officiait à l'époque. Et la formule avait, curieusement, ce qui n'arrive jamais, disparu. Donc, j'ai invité un autre parfumeur extraordinaire qui s'appelle Shyamala Maison Dieu à repartir à la trace de cette formule dont il me restait un fond de parfum, d'utiliser les mêmes ingrédients, mais de les doser différemment et de raconter l'histoire 10 ans plus tard. D'où le nom de ce parfum ici et là. Au point de départ de la création d'un parfum, il y a une émotion, mais il peut y avoir aussi une idée, il peut y avoir un concept. C'est ça qu'il faut comprendre. En ce qui me concerne, il y a souvent des idées, il y a encore plus souvent des émotions. Le concept vient après. Le parfum s'impose ainsi, c'est-à-dire que en fonction d'une rencontre, d'un état d'esprit, je vais avoir envie de raconter une nouvelle histoire. C'est souvent aussi à l'issue d'une rencontre ou d'une discussion avec un parfumeur de se dire et pourquoi pas? Allons dans ce territoire-là et explorons oui, des formules ou des écritures, un territoire différent. Je pense qu'aucun de mes parfums ne sent quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est important pour moi. Vous qui avez côtoyé des nez qui créent des formules de parfum, des formules de jus, est-ce que vous diriez que on peut parler d'écriture olfactive, que ce sont à leur manière des écrivains avec des essences de différents parfums? Bien sûr. Oui, on parle d'écriture olfactive de la même manière que pour un musicien, on va parler d'écriture musicale, enfin, ou de partition. Le terme partition peut même aussi s'appliquer en parfumerie. On parle généralement de soumission en parfumerie. Lorsqu'un parfumeur propose différentes pistes, différentes écritures olfactives, ce sont ses soumissions. Est-ce qu'il fait soumettre les ingrédients à son imagination, à son talent, à son intention peut-être, mais on parle de soumission. Je ne sais pas d'où vient le terme exactement. Il se trouve que j'en parlais récemment avec un parfumeur qui me disait à quel point elle avait détesté l'utilisation de ce nom lorsqu'elle était dans un laboratoire important. Mais je pense qu'il y va peut-être de plier certaines matières premières, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, et de les plier à l'écriture et à la structure d'une composition olfactive. À les mettre dans l'ordre de la formule. À les mettre dans l'ordre de la formule, parce que même si toutes ces molécules ont vocation à se mélanger, certaines vont apparaître plus rapidement que d'autres. Et on parle de notes de tête, puis ensuite de celles de cœur, et après, pour terminer, avec les notes de fond. Vos parfums sont tous créés et mis en flacon en France. Racontez-moi le processus de la fabrication. On vient de parler de la création de la formule. À partir de là, comment est-ce qu'on arrive au flacon avec le jus à l'intérieur? C'est magnifique. Le processus me fascine toujours autant des années après. Entre le moment où je valide un parfum, où je valide une écriture olfactive par rapport à un thème, à un brief qui a été donné, une inspiration, le parfum validé va ensuite être pesé de manière plus importante dans un laboratoire qui se situe à Grasse et qui va donc répliquer la formule conçue par le parfumeur à l'aide de machines, de cuves, d'alambics, de tas de choses. Et tout ça est mélangé et va selon l'importance de ma commande, ça peut être 10 kilos, ça peut être beaucoup plus. Et là, c'est la fabrication du concentré. Celui-ci ensuite va être amené à maturer. C'est la phase de maturation qui peut, selon les marques, durer 4 jours comme durer 3 semaines, voire plus. Pendant cette phase de maturation, donc le parfum, généralement, je le fais envoyer dans une usine de conditionnement qui est à côté de Paris. Il y en a un peu partout en France, mais essentiellement ou dans le sud de la France, ou pas très loin de Paris, ou en Normandie. On voit pas mal d'usines.
Et là, le parfum est stocké jusqu'à ce que je donne l'injonction de le mettre en macération. Et là, le parfum, selon le dosage d'alcool qui a été choisi avec le parfumeur, le parfum donc est mélangé avec de l'alcool et ensuite va rester là une semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon le protocole établi également par le parfumeur. Ça me fait penser vraiment au processus de fabrication du vin. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans un domaine viticole ou d'y passer même du temps. Donc, je ne connais pas leur délai, mais je pense que c'est très similaire. Vous avez raison, puisque les conditions de stockage sont importantes, la durée également de mise à l'abri de la lumière, d'autres formes de perturbations vont avoir un impact sur la qualité du parfum ou du vin. En bout de ce processus que vous venez de décrire, on arrive à quoi? On arrive à une barrique, à un container qui a On arrive à un container qui ensuite va être mis en bouteille, comme pour le vin dont vous parliez à l'instant. C'est mis en bouteille, puis donc là, c'est la phase à laquelle j'assiste systématiquement, donc de me rendre dans l'usine de conditionnement et de voir une très grande table, comme dans les réfectoires. Vous avez une quinzaine de personnes, toutes alignées les unes à côté des autres, et qui vont se passer le flacon de main en main, ganté, sachant que si je partais dans des productions encore plus importantes ou pour des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de manipulation, ça peut être entièrement automatisé. J'aime beaucoup en fait, cette grande table parce que tout est silencieux et en même temps beaucoup de regards s'échangent. C'est un travail de précision où le flacon est rempli, puis va être non, le flacon est d'abord vérifié, la qualité du flacon, à savoir s'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur du flacon, savoir si, il n'y a pas eu de petits débris de verre ou autre. Puis le flacon est rempli, le flacon est serti, c'est-à-dire avec la pompe. On y rajoute ensuite le capot. On essuie, on s'assure qu'il n'y a pas eu de saleté mise lors du remplissage. L'étiquette est posée. Ensuite, si vous avez l'étiquette qu'on appelle le cul de flacon, là où sont les mentions légales, et puis ensuite, c'est placé en coffret et puis c'est cellophané si on fait ce choix de cellophanage. Et ensuite, ça rejoint un carton et c'est ficelé. Tout est noté, le stock, l'heure à laquelle ça a été fait, de manière à avoir une forme de traçabilité. de la même façon que le nom évoque le parfum qui est à l'intérieur du flacon, le flacon aussi doit évoquer la senteur qu'on va ressentir. Comment est-ce que vous choisissez le flacon? Alors, il y a plusieurs écoles par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a des gens pour qui le flacon n'importe pas. Et donc, je vais citer cette phrase de Musset qui disait, je crois, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et puis d'autres, au contraire, pour lesquels le flacon est quelque chose d'important. Alors, en ce qui me concerne, pour avoir connu, vu, manipulé des flacons anciens, magnifiques, inabordables aujourd'hui, j'ai décidé de me contenter, me satisfaire de flacons beaucoup plus simples que j'entoure ensuite ou d'un ruban ou d'une sérigraphie qui me plaît visuellement. Donc j'ai des flacons standards. Beaucoup de flacons aujourd'hui, je trouve, cherchent à être beaux, mais in fine, leur poids, là, ça fait cheap. Qu'aujourd'hui, la plupart des flacons font semblant d'être chic. En fait, la plupart des flacons, je les trouve décevants aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi en correspondance avec ce qu'il y a à l'intérieur? C'est en correspondance, je pense, avec ce qu'il y a à l'intérieur et avec une quête effrénée pour vendre encore plus et satisfaire le plus grand nombre. Et aujourd'hui, à quelques exceptions près, on va dire chez Chanel, chez Hermès, je trouve que les flacons sont décevants. Alors justement, quel genre d'expérience est-ce que vous souhaitez offrir à vos clients avec ces parfums? L'expérience que je souhaite aujourd'hui offrir, c'est grâce à ce qu'il y a à l'intérieur du flacon, c'est de proposer ce sentiment d'évasion, de quête d'un ailleurs ou de beauté ou d'une arme de séduction, si on revient à l'idée d'armure tout à l'heure. J'espère un jour avoir la possibilité de donner des cartes blanches à des designers de flacons et de faire des choses. Je l'ai fait une fois, mais c'était une édition très limitée et c'était dans le cadre de ce numéro, de ce magazine sur les bracelets,
où j'ai eu la joie, la chance de rencontrer un des grands sculpteurs de flacons de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est disparu aujourd'hui, qui s'appelait Serge Manceau, et qui a conçu un bracelet en verre soufflé recouvert de feuilles d'or. C'était une expérience, c'était juste absolument magnifique, magique. D'un point de vue financier, ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire à plus grande échelle. Mais ça reste, voilà, ça restait réellement de l'ordre de l'œuvre d'art. À vous écouter, le parfum, c'est une arme de séduction. Est-ce que vous le considérez comme un accessoire de mode? Est-ce que je le considère comme un accessoire de mode? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est bien plus important que ça. Un accessoire de mode varie selon les saisons, selon les humeurs. Enfin, oui, c'est peut-être, on peut dire la même chose d'un parfum, mais pour moi, sortir sans parfum, c'est être nu. Donc, c'est bien plus qu'un accessoire, c'est un vêtement. Ça vous habille. Si je comprends bien l'acceptation du terme accessoire, c'est quelque chose dont on peut se passer. Il y a des couturiers pour qui l'accessoire est absolument essentiel, qui ont créé des lignes d'accessoires. Je pense par exemple à Yves Saint Laurent, pour qui l'accessoire est quelque chose de central. C'est quelque chose qui complète en fait. À ce moment-là, oui, dans ces cas-là, le parfum peut être un indispensable accessoire. Dans la description que vous faites de vos parfums, il y a le mot unisexe. Ce sont des parfums unisexes. Comment comprendre ça dans le sens où vous les présentez comme des armes de séduction? Ce sont des armes qui valent pour les deux sexes en même temps. Oui, un parfum n'a pas de genre, ou c'est plutôt vous, par votre personnalité, qui allez lui donner un genre. Un parfum peut être adopté et doit pouvoir être adopté par un homme comme par une femme. Je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement poussé par le marketing ces 50, 60 dernières années, de vouloir à tout prix faire des parfums pour hommes et pour femmes. Et maintenant, je trouve ça magnifique, un homme qui porte un parfum à base de rose, comme une femme qui aurait un parfum extrêmement boisé. Ce n'est qu'une, oui, c'est une arme de séduction, mais qui va vous prolonger, vous anticiper également, puisque le parfum, oui, vous précède. Et donc, en fonction du parfum sur lequel vous avez jeté votre dévolu, c'est un message qui va passer, qui va émaner de vous et qui va être plus ou moins épicé, fleuri, doux, poudré. Tout dépend de ce que vous avez choisi. L'odorat, de façon générale, concerne ce qui nous échappe ou ce qui s'échappe de nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler ça en principe. Est-ce que se parfumer, ça n'est pas aussi chercher à contrôler l'impact que l'on a sur les autres? Et ça va dans le sens de ce que vous dites à propos de la séduction. Est-ce qu'en me parfumant, je contrôle l'impact? Oui, puisque j'envoie un message, mais il est pas si différent que celui que j'envoie lorsque je décide d'être en mini-jupe ou en uniforme très masculin. Enfin, tout va dépendre. C'est un message que vous envoyez, donc vous contrôlez, vous anticipez ou également la réaction d'autrui. Est-ce que vous avez fait, vous, une expérience qui vous a révélé justement le pouvoir du parfum sur les autres? Oui, enfin, j'ai presque envie de vous dire, pas tous les jours. Mais quand je travaille sur un nouveau parfum, je vais souvent aussi volontairement en abuser parce que j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de m'enfouir sous ce parfum pour mieux le comprendre, un peu comme une musique qu'on découvre une première fois et qu'on peut vouloir écouter en repeat ou de manière assourdissante. De cette même manière, oui, j'ai dû sortir. Enfin, je ne sais pas que j'ai dû, je l'ai fait. Je me suis souvent, très souvent fait arrêter dans la rue. On me dit: «Mais que portez-vous?» Et c'est ça qui est magique, c'est magnifique. Enfin, et ça donne lieu à des discussions incroyables. Je suis amie aujourd'hui d'un chanteur d'un opéra assez connu aux États-Unis et en fait, toute cette rencontre a été initiée dans le métro puisque la personne m'a demandé: «Mais que portez-vous?» Et à ce moment-là, on en est venu à parler de ce que lui faisait et on s'est interrogé sur que porterait Carmen comme parfum. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie, avec la distanciation sanitaire, avec le port du masque. Comment porter un parfum? Est-ce que c'est même envisageable aujourd'hui? Je pense que c'est non seulement envisageable, c'est fortement conseillé et encore plus qu'avant. D'abord parce que vous ne voyez plus les sourires des gens derrière leur masque.
mais que par contre un parfum peut faire sourire. Un parfum vous précède ou vous suit encore plus qu'avant, ou plutôt va vous permettre de vous différencier, de vous faire remarquer, puisqu'aujourd'hui, on est tous cachés dans la rue. De surcroît, porter un masque n'est pas ce qu'il y a plus de plus agréable non plus et il m'arrive assez régulièrement de parfumer mes masques en ce qui me concerne, parce que c'est juste infiniment plus agréable de marcher ainsi. Oui, portons du parfum, cherchons à envoyer des messages, parfumés qui enjolivent un peu ces promenades, masquées. Est-ce que, à votre avis, on devrait apprendre à porter les parfums? C'est une très bonne question encore. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être de plus en plus, qui ne portent pas de parfum, que la culture du parfum a disparu. C'est aussi lié à cette surconsommation du parfum et de cet échange qu'on a eu un petit peu avant sur les c'est pas un matraquage publicitaire, mais ce matraquage de certaines grandes maisons, pas plutôt grandes maisons, tout simplement de grands noms qui veulent, qui cherchent à tout prix à vendre du parfum et à des prix souvent très accessibles, mais au final, ça pue, ça c'est juste, c'est épouvantable. Donc je comprends tout à fait que des gens se soient détournés du parfum parce qu'il y a eu peut-être une surenchère de parfums ces dernières années, avec d'abord le nombre de lancements qui ne fait que se multiplier. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui s'éloignent du parfum et réapprendre à porter le parfum serait une très bonne chose. D'apprendre aux gens à se parfumer avec parcimonie, à se parfumer bien et à choisir ses parfums. Oui, ce serait une excellente idée. Si vous aviez quelqu'un en face de vous qui a envie de porter des parfums, qui est plutôt amené à choisir des parfums cheap, comment est-ce que vous éduqueriez son odorat pour voir la différence entre un bon parfum, un beau parfum et un parfum ordinaire ou cheap, comme on fait la différence entre un grand vin et un vin quelconque? Je crois que je lui demanderais de fermer les yeux et je lui ferai passer quelques touches. Les touches, ce sont ces bandes de papier sur lesquelles on met du parfum. Et puis je crois que c'est un peu comme pour les œuvres d'art, comme pour les bons vins. Il y a toujours un moment où ce qui a été bien fait, bah, tout simplement sort du lot. Et que même si au début, c'est pas évident, d'où l'importance peut-être de fermer les yeux, de ne pas se laisser perturber par aucune autre forme de message. C'est pas quelque chose qui peut être fait rapidement. C'est comme pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir un tableau pour sa maison. Le goût se forme, c'est la même chose. Je lui ferai sentir plusieurs touches et puis on éliminerait au fur et à mesure. Et je pense qu'à la fin, il aurait compris que la différence entre un parfum mal fait et un beau parfum. Et vous me parliez, enfin, vous me posiez la question tout à l'heure pour mes flacons. Et je pense qu'en fait, c'est ce que, n'étant pas en mesure de proposer quelque chose d'exceptionnel en termes de création sculpturale de flacons, tel que ça a pu être le cas autrefois, tel que les grandes maisons pouvaient se le permettre, parce que, in fine, il y avait peut-être 10 parfums, 10 très beaux parfums par an. Donc, c'était des années de travail pour aboutir à un très beau flacon. Aujourd'hui, les délais ont complètement changé. Donc oui, flacon très simple, mais néanmoins beau, simple dans sa forme, mais dont je n'aurais pas à rougir sur une belle étagère. Vos parfums sont honnêtes. Il y a une correspondance entre le jus et son apparence. Oui, c'est important. C'est un dialogue entre le contenant et le contenu. La création odorante est finalement ce que je recherche le plus. Mais ça doit être dans un bel objet, dans un objet, en tout cas, voilà, un objet honnête, puisque c'est le terme que vous utilisez. Je n'aime pas tromper les gens. Est-ce que vous avez un rituel quand vous ouvrez pour la première fois un flacon de parfum? Alors, ces dernières années, je n'ai pas ouvert beaucoup de flacons de parfum. J'ai ouvert beaucoup, j'ai plutôt senti beaucoup de petits flacons de laboratoire, puisque c'est dans ces flacons-là que je reçois les soumissions de, de mes parfumeurs, puisque ayant deux marques, je travaille avec différents parfumeurs en même temps. Oui, j'ai un rituel et ce rituel est très important. Pratiquement le même lorsque je reçois des flacons de laboratoire ou des soumissions de mes parfumeurs. Je ne les ouvre pas tout de suite. Alors, si j'ai la chance d'être en France
et de pouvoir rencontrer le parfumeur. Généralement, nous les découvrons ensemble, ou plutôt le parfumeur est avec moi lorsque je les découvre. Ces derniers temps, j'ai été toute seule pour cette première approche et donc j'ai de ce fait instauré un rituel. Je ne me précipite pas lorsque je reçois ces propositions, ces soumissions. Je m'installe sur ma grande table de travail. Je ne cherche pas tout de suite à retenir le nom de chaque proposition. Je vais très rapidement coller une petite gommette sur chaque flacon qui cache le nom du parfum et je vais mettre ces gommettes, on va dire que je vais décider de tester 3 parfums en même temps et je vais mettre une gommette correspondante sur l'un de mes bras et je vais parfumer et je vais renouveler cette expérience plusieurs jours de suite en changeant les gommettes, en changeant pour essayer d'abord de voir s'il y a des parfums vers lesquels je reviens systématiquement. Alors, sachant que j'aurais dû préciser, généralement, quand je reçois des propositions, ce sont toutes des propositions autour d'une même direction qui avait déjà été validée en amont. Donc là, ces derniers temps, ce que je fais, ça va être de décider entre des variations infimes. C'est ce qui nécessite ce travail à l'aveugle parce que je dois réellement percevoir les différences à 5 minutes, à 1 heure, à 4 heures après avoir porté le parfum. Et donc, de ce fait, toute étiquette, tout nom de parfum influe sur la perception qu'on a de celui-ci. D'où l'importance de cacher, de faire des repères sur mes bras et de varier ces repères tous les jours et de prendre des notes. Et ensuite, de faire sentir mes bras. C'est une partie extrêmement délicieuse d'aller voir mes enfants, mon mari, des amis et de dire: «Est-ce que tu préfères cet endroit-là ou celui-ci? Et va un peu plus bas». Et puis de renouveler ça et de voir comment les gens réagissent. Et comment réagissent-ils? Racontez-moi. Selon l'heure de la journée, ça peut varier complètement. Les enfants ont toujours des réactions plus violentes. Ça va être: «Oh non, c'est horrible maman» ou alors au contraire: «Que c'est bon, j'ai encore envie de me blottir dans tes bras». Je leur demande vraiment de voir s'ils voient des différences comme moi entre 2 variations et puis parfois je rends le jeu encore plus difficile. Si j'hésite entre 2 directions à la fin, il y en a une que je vais mettre à 2 endroits et l'autre une seule et je vais essayer de leur demander quel est le parfum qui n'a été utilisé qu'une seule fois pour vraiment m'assurer qu'ils sentent comme moi et que la différence que je vois, ils sont capables de la percevoir également. À quoi se reconnaît un parfum bien porté sur quelqu'un, à votre avis? Un parfum bien porté, certains vous diront, c'est un parfum qui fait se retourner les têtes. Un parfum bien porté pour d'autres sera un parfum bien discret. En ce qui me concerne, un parfum bien porté est un parfum qui complète, prolonge, qui enjolive n'est pas un bon mot, mais qui élève la personne. Est-ce que je peux vous proposer un mot? Oui. Sublime. Ah, c'est C'est beau, c'est c'est beau, sublime. c'est un mot que j'ai retenu en faisant des interviews autour d'Yves Saint Laurent et en interviewant des clients de la maison Saint Laurent. Elles me disaient toutes que en portant du Saint Laurent, elles se sentaient pas seulement autres, mais qu'elles se sentaient pleinement elles-mêmes, qu'elles étaient sublimées. Et c'était toujours le même mot qui revenait. Alors, je crois que je vais voler ce mot-là désormais. Et sachant qu'il vient de la maison Yves Saint Laurent, c'est encore plus beau. Donc oui, un parfum sublime. Un parfum élève et sublime, donc ça se rejoint. Est-ce que vous avez fait l'expérience de clients ou de clientes dont le rapport aux autres a changé grâce au parfum, grâce à votre parfum? Alors je pense que oui. En l'occurrence, la marque que j'ai créée il y a 4 ans, qui s'appelle Sous le manteau et qui revisite des filtres d'amour des siècles précédents, on invite les gens à faire un petit test. Je crois qu'il y a 6 ou 7 questions qui vont un peu dans le vif du sujet, un peu comme vos questions, Philippe. Et là, la première question, c'est: voulez-vous séduire ou être séduit? Et en fonction des réponses, on va pouvoir proposer un parfum qui correspond à la quête de celui qui a rempli ce questionnaire. Et en général, enfin, j'ai vu passer peut-être près de 2000 questionnaires, en tout cas sur notre site internet, sachant que les boutiques qui vendent nos parfums aujourd'hui proposent ce questionnaire. Il a déjà été traduit dans une dizaine de langues.
on a un taux de satisfaction qui est de à peu près de 80, ce qui est énorme. Et je suis enchantée chaque fois que je reçois des mots, des lettres, des emails de personnes qui me disent: «Je porte Vapeur Diablotine et si tu savais comme ce parfum me comble, a fait que je suis devenue le cen» alors quand on porte Vapeur Diablotine, on devient très vite le centre, d'attraction, d'intérêt d'une pièce. C'est un parfum qui a un sillage très important et qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Donc oui, selon les parfums, je sais que mes parfums ont eu un impact sur les gens qui les portaient. Est-ce que vous avez appris quelque chose d'essentiel sur vous-même au contact de toutes ces essences parfumées? Peut-être, je retourne de plus en plus souvent à quelque chose qui est enfoui dans ma mémoire, qui est l'odeur de la peau. Plus je sens des parfums, plus j'éprouve un énorme plaisir à sentir l'odeur de la peau. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime renifler la peau. Dans les laboratoires, on vous dit de sentir votre peau pour vous nettoyer le nez. Et plus je porte du parfum, plus je travaille sur les parfums, plus je ressens ce besoin de sentir ma peau et de trouver que la peau est quelque chose de terriblement délicieux et que c'est bien de l'habiller, mais c'est bien de la retrouver aussi. Donc, si je comprends bien, respirer votre propre peau, sentir votre propre peau, c'est une manière de calibrer votre nez par rapport à votre expérience de la veille où vous avez peut-être été dans telle ou telle circonstance, telle ou telle condition. Comme ça vous permet de savoir où vous en êtes. Oui, c'est quelque chose que je fais chaque jour, de sentir ma peau. Alors je sais que je le faisais petite, mais je le fais de plus en plus aujourd'hui. Et c'est peut-être comme, je sais pas, je ne suis pas musicienne, mais comme cette note de musique que l'on doit faire teinter pour calibrer son instrument ou son chant, bah, ça doit être la même chose. Paul Valéry disait qu'il n'y avait rien de plus profond que la peau. Je ne connaissais pas cette phrase. Voilà, il n'y a rien de plus profond que la peau. Et je pense que pour faire résonner à ce moment-là cette peau davantage, rien de tel qu'un parfum. Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez me poser? Est-ce que vous avez envie de porter un parfum? Alors, je vais vous décevoir. J'ai parfois porté des parfums parce qu'on me les avait offerts, mais je suis très attiré par le monde du parfum, par tout ce que ça évoque. Mais même quand je portais du parfum, c'était sur le vêtement, c'était pas sur la peau. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on ne m'a pas appris, mais je ne suis pas attiré par le fait de colorer la peau. J'aime, si je puis dire, porter ma peau à nu, si je puis dire. Oui, je vais néanmoins, plus je vous écoute, plus je pense qu'un parfum vous plaira terriblement. Et je vais faire en sorte de vous le remettre prochainement. Il s'agit de poudre impériale. Voilà, vous verrez, vous me direz. Je vais sortir de l'espace où je me trouve, je reviens dans une minute. Merci d'ajouter ce que vous souhaitez à cet entretien pour que vous ayez le dernier mot. Merci Philippe de m'avoir donné cette opportunité de parler. C'est pas un exercice facile. Et surtout quand on parle de parfum, c'est quelque chose de tellement difficile à exprimer. Je ne sais pas si j'ai réussi aujourd'hui, mais c'était bien en tout cas de se poser, de découvrir cette phrase de Paul Valéry et de me donner envie de continuer, de m'accrocher, de continuer à créer de belles choses. Merci. Merci Olivia d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de serpent composée et dirigée par Olivier Glissant. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt.